En vérité, Stéphane, tu as menti. Tu m'avais dit 40 minutes. Et au fur et à mesure que les minutes se passaient, je barrais l'ensemble des paragraphes que j'étais censée développer. Mais c'est pas grave parce qu'en réalité, tu es toujours aussi passionnant, convaincant. Et je pense que tu as bien fait d'être au Front National. Parce que vu le franc-parler qui est le tien, je pense qu'aux Républicains, qui n'en ont d'ailleurs que le titre et le nom, tu n'aurais pas fait long feu au vu du triste sort qui a frappé Nadine Morano. La démonstration d'ailleurs même que Charles de Gaulle lui-même aurait été désinvesti pour les régionales dans un parti qui pourtant n'a de cesse de se réclamer de son héritage. Voilà l'éternel paradoxe qui est le leur. Merci donc pour la verve qui est la tienne, comment dire, ton nature-peinture un peu, c'est un peu ça, la Marseillaise, ça nous plaît beaucoup, et je suis convaincue que c'est cette liberté de ton et de parole qui a séduit ton électorat, les grands électeurs, et qui fait qu'aujourd'hui tu nous représentes fièrement, en tranchant, il est vrai, un peu au sein du ronron de Sénat. Tu n'en as pas encore la bedaine. Tu n'en as pas encore la bedaine. Mais exactement. Et je crois d'ailleurs que sur cette tribune, nous avons une belle synthèse de ce qui compose aujourd'hui le Front National. D'un côté, ce que l'on qualifie, ce que les journalistes qualifient souvent de canal historique du Front National, avec notre militant Stéphane Razier qui a monté les échelons du Front National. C'est la méritocratie bien de chez nous pour finir au plus la haute chambre, c'est ça. Moi je suis dans la basse, donc du coup c'est beaucoup moins bien. Les militants de toujours qui ont su rester fidèles et les nouveaux convertis que nous accueillons parce que nous sommes miséricordieux au Front National, que tu étais en quête de vérité, que Saint Jean lui-même disait que la vérité nous rendra libres, que Saint Jean, lui, sur la route de Damas, s'est converti, et que donc, dans ces conditions, eh bien, nous accueillons toutes les bonnes volontés, bien sûr, et que tu m'avais fait part, lorsque nous nous sommes rencontrés, d'un certain nombre de questionnements. Je m'en souviens, Franck, lors de ce déjeuner, et tu m'avais dit, pendant longtemps, moi je suis le bébé RPR des années 80, dans un programme qui était initialement très proche du vôtre. J'étais convaincue sur la question de l'immigration, de la sécurité, de la souveraineté, de la critique de l'Union européenne, mais il est vrai, et tu me l'avais dit avec beaucoup de franchise, j'étais un peu inquiet sur la question économique, parce que tu étais encore manifestement un peu sensible aux arguments développés par Nicolas Sarkozy et repris en chœur par l'ensemble de ses padawans, dont M. Christian Estrosi, qui consiste à dire que le Front National aurait le même programme économique que Mélenchon, le fameux FNPS, vous avez dû entendre cela. Et suite à cela, tu m'avais dit, le jour où j'ai décidé de passer le pas et de vous rejoindre, c'est lorsque j'ai vu ce que vous avez fait dans vos mairies. Parce que ce que nous avons fait dans nos mairies, n'en déplaise à Nicolas Sarkozy, est bien loin d'un programme d'extrême gauche, puisque bien que nous ayons d'ailleurs hérité de villes dans un état désastreux, du fait de la gestion des anciens socialistes ou UMP, eh bien nous avons baissé la dette jusqu'à 10 millions d'euros à Fréjus en 1 an et demi, ce qui est considérable. Nous avons baissé les impôts dès que cela a été possible. Nous avons tenu l'ensemble de nos promesses en matière de sécurité, puisque toutes nos villes ont augmenté les effectifs de police municipale, ont augmenté les horaires de travail, sans pour autant baisser l'investissement, sans baisser les budgets de la culture, comme j'ai pu l'entendre à tort parfois, et même en les augmentant la plupart du temps, simplement en faisant la chasse à la gabegie et aux mauvaises dépenses. Et je dois dire que je m'amuse beaucoup de cet argument, surtout lorsqu'il vient de gens qui eux-mêmes aux affaires ont été absolument minables dans l'ensemble des domaines, mais en particulier, il faut bien le dire, sur la question économique, puisque, je tiens quand même à le rappeler, Nicolas Sarkozy aux affaires, en tant que président, c'est plus 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Christian Estrosi, au conseil départemental, en tant que président, c'est une dette multipliée par 7, pas par 2 ou 3, hein, par 7. Et c'est un président de la métropole Nice-Côte d'Azur qui réussit l'exploit d'augmenter la dette de plus de 80% depuis 2008. Voilà les gens qui nous donnent des leçons et qui nous expliquent que nous serions donc des nuls, parfaitement inaptes à gérer les échelons qu'ils seraient les seuls à avoir la capacité de gérer. Alors, l'autre argument de Christian Estrosi qui m'a beaucoup amusé, parce que
l'intérêt d'avoir Christian Estrosi en adversaire, c'est qu'il est quand même drôle, il nous fait quand même rire, hein, il faut bien le dire. Eh bien, c'est celui, que je ne sais pas si vous l'avez entendu, qu'il y aurait une cellule secrète mise en place par le gouvernement socialiste pour faire gagner le Front National en PACA. Si, il l'a dit et c'est vrai, et en l'occurrence, je ne sais pas si vous en êtes convaincus, mais ça se saurait si les socialistes étaient capables de faire gagner quelqu'un, au premier rang desquels eux-mêmes d'ailleurs. Ils ont d'ailleurs quelques difficultés pour cela, et à défaut d'aller sur le programme et de nous attaquer sur des choses factuelles, à défaut de pouvoir d'ailleurs nous condamner sur nos bilans dans nos mairies, eh bien ils sont dans l'insulte. Je crois que la dernière en date, c'était que nous étions une usine de recyclage de nasillons, petits nazis, et que je serais la pire des trois, plus extrême que l'extrémisme, évidemment, que j'aurais osé intégrer dans mes listes Philippe Vardon, qui aurait été condamné pour un tract qui condamnait en réalité la propagation de l'islam radical et dont le titre, ni violé ni voilé, avait été d'ailleurs celui du titre du livre de la présidente de Ni pute ni soumise quelques années plus tard, sans que cela, manifestement, ne crée d'émoi particulier. Et je veux dire d'ailleurs, Christian Estrosi, dans une absence totale de complexe, nous reproche le fait qu'il ait reçu cette condamnation, alors que lui, dans le même temps, je tiens quand même à le rappeler, est multi-condamné, pour une fraude fiscale d'ailleurs de plus de 2 millions d'euros, et également pour avoir accordé les faveurs au sein de locaux municipaux à une mosquée, de façon totalement illégale, en totale contradiction avec la loi sur la laïcité. Ce même Christian Estrosi qui va dans le même temps, vous le savez, sur les plateaux de télévision, dénoncer la 5e colonne islamiste. Voilà tout le paradoxe du personnage, mais il n'est pas le seul, parce que dans l'échec total qui est le leur, je dois dire que les socialistes, qui sont aujourd'hui la majorité sortante de cette région, en place depuis 17 ans, ont su également se distinguer par un échec économique total. La région, fin 2015, c'est plus 2,6 milliards d'euros de dettes. C'est une gabegie considérable, avec des projets fastueux. La Villa Méditerranée, la fameuse Villa Méditerranée, plus 70 millions d'euros d'investissement, 4 millions d'euros de fonctionnement par an, pour que M. Vozelle puisse aller nous parler d'une pseudo-identité méditerranéenne et aller couper le ruban devant les photographes. Même le Césaire n'a toujours pas compris, je cite, l'utilité et la vocation de cette maison Méditerranée. Et des projets ainsi fastueux et inutiles, on en a à l'appel. Je n'entrerai même pas dans le détail du clientélisme, qui évidemment est une marque de fabrique, de ralliement même des socialistes. À Fort-Calquier, la ville du candidat socialiste Castaner, le taux de subvention par habitant, comme par hasard, est 3 fois supérieur à la moyenne régionale. Les 250 000 euros d'hélicoptère de M. Vozelle, les vice-présidences, les dépenses de communication, les logements de fonction, les voitures de fonction. Parce qu'à la région, vous savez, on a près de 6 000 fonctionnaires. On en a un pour mettre la capsule dans le café, un pour appuyer le bouton, un pour mettre le gobelet, un pour touiller le gobelet et un pour amener sur le bureau du président. Évidemment, le tout avec l'argent de vos impôts, qui ont d'ailleurs augmenté, évidemment, sous la gestion socialiste. Et pour cause, puisque les socialistes adorent être généreux avec votre argent, mais pas généreux pour vous, parce que là, c'est pas très intéressant, mais en se lançant dans des projets à l'international, dont nous avons eu l'occasion de relever quelques perles, qui, à défaut de nous faire rire, nous ont plutôt fait pleurer. Je pense par exemple aux enveloppes dégagées pour la rénovation de bacs à crevettes au Sénégal, ou le soutien à des projets de médias citoyens au Maghreb, ou le développement de la danse folklorique en Afrique du Sud, des choses essentielles dans votre quotidien. Vous l'aurez mesuré, vous qui appartenez à notre région, 4e région la plus pauvre de France, avec un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, en particulier dans les Bouches-du-Rhône, et qui, je le crois,
aurait besoin, plutôt que ces crédits, ces enveloppes de plusieurs centaines de milliers d'euros, parce que c'est de cette échelle-là qu'on parle, eh bien, soit évidemment utilisés prioritairement pour nos territoires périphériques, nos territoires ruraux, et surtout nos entreprises, qui aujourd'hui sont totalement oubliées de la politique régionale. Sur un budget de plus de 2 milliards, c'est à peine 100 millions d'euros qui sont consacrés au développement économique. Ça les intéresse pas du tout. Hein. Le développement économique, les entreprises, les petits patrons, ça les intéresse pas du tout. Et en revanche, ils ont créé des strates de structures coûteuses, nombreuses, plus inaccessibles les unes que les autres, et de quoi décourager peut-être les artisans, commerçants, petits chefs d'entreprise que vous êtes, et qui, s'ils ont tenté de passer la porte du conseil régional, ont dû être très rapidement démotivés, tant il est compliqué aujourd'hui de remplir simplement les dossiers pour avoir le droit de toucher cette petite enveloppe. Alors, je dois dire qu'il y a en revanche un sujet sur lequel ils ont été particulièrement réactifs. D'ailleurs, tu l'as longuement développé, c'est les 3 millions d'euros débloqués immédiatement par M. Vauzel pour l'accueil des migrants. 2,6 milliards d'euros de dette, hein, je rappelle quand même. Là, en 48 heures, il y avait une assemblée générale extraordinaire qui était réunie, et les socialistes en chœur ont évidemment, en appelant toujours à l'héritage français de tradition d'accueil, évidemment, appelé donc à voter pour ce texte. L'UMP, courageusement, comme d'habitude, se sont abstenus, en faisant d'ailleurs des discours totalement contradictoires, expliquant qu'il fallait être généreux, il fallait accueillir, que c'était très important, mais on s'abstient parce que le drame, c'est que nos électeurs, en réalité, attendent de nous que nous nous opposions. Seul le Front National, une fois de plus, seul contre tous, a eu le courage de dire non à cette nouvelle enveloppe débloquée, en sachant pertinemment que c'est un appel d'air supplémentaire, un signal nouveau qui est envoyé à cette nouvelle manne d'immigration clandestine qui est devenue aujourd'hui le droit d'asile, qui n'est plus un droit individuel, occasionnel, une faveur d'ailleurs, ça devrait être une faveur le droit d'asile, pas un droit, mais qui est devenu un véritable droit universel, généralisé pour les peuples en guerre à venir s'installer durablement en France. Si tant est d'ailleurs que ces gens soient de véritables réfugiés, ce qui n'est pas le cas pour l'immense majorité d'entre eux. D'ailleurs, une grande partie ne sont même pas syriens, puisqu'il faut 48 heures à peine pour se faire un faux passeport syrien. Et dans ces conditions, vous imaginez bien que l'aubaine est totale, que les 30 000 que l'on vous vend sont un mensonge, bien sûr, puisque l'ensemble de ceux qui sont accueillis dans l'espace Schengen, et notamment le million qui sera accueilli en Allemagne, eh bien, une fois régularisés, seront libres de pouvoir se rendre où ils veulent au sein de l'espace Schengen, et donc, bien évidemment, de venir s'installer en France. Pour vous donner un ordre de grandeur, 1 million de réfugiés en Allemagne, c'est près de 1% de la population allemande en seulement un an. Simplement à l'échelle de l'Allemagne. Mais une fois de plus, eh bien, les socialistes et l'UMP oublient de préciser que les slogans politiques et même une belle chanson des enfoirés ne suffisent pas à nourrir, loger et éduquer l'ensemble de ceux qui, évidemment, arrivent sur notre territoire, et que lorsqu'ils débloquent 77 000 logements d'urgence pour ces nouveaux arrivants, eh bien, ils continuent de laisser sur le carreau le million de personnes qui attendent aujourd'hui, à l'heure actuelle, un logement en France, et peut-être d'ailleurs vous-même en faites-vous partie, avec des enfants, avec un petit salaire, ces logements sociaux qui n'arrivent jamais, et que l'on attend plusieurs mois, plusieurs années, parce qu'il y a toujours évidemment de nouveaux arrivants pour venir les réclamer à votre place. Alors, je dois dire que parmi les grands perdants aussi de notre politique régionale, il y a évidemment nos agriculteurs qui bénéficient à peine de 1% du budget du conseil régional, mais les agriculteurs, ils ne plaisent pas beaucoup parce que c'est une France qui se lève tôt, qui travaille, qui paye ses impôts,
qui respecte la loi, qui ne fait pas grève parce qu'elle n'en a pas le temps, elle n'en a pas les moyens, qui crève à petit feu, mais comme elle ne brûle pas les voitures, comme elle n'agresse pas les gens dans la rue, eh bien on s'en soucie assez peu. Et en France, il est vrai que les élus se sentent beaucoup plus valorisés en allant distribuer l'argent de la politique dans la ville, dans les banlieues françaises, plutôt qu'auprès de nos agriculteurs qui sont, je ne sais pas, peut-être trop franchouillards, trop rances, pour évidemment les intéresser, bien loin de leur fantasme du vivre ensemble, qu'ils regardent, et tu l'as d'ailleurs relevé Stéphane, de leur balcon, quand même. Parce que le vivre ensemble, eux, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne le vivent pas au quotidien, ils sont dans les beaux quartiers de Paris, leurs enfants sont en école privée, et donc évidemment, la diversité sur le papier, c'est joli, on la défend, mais c'est bon pour les gueux, quoi. Hein. C'est bon pour les sans-dents que nous sommes, mais si on pouvait... Si on pouvait tout de même éviter de trop s'y confronter, on s'y porte mieux. Et je dois dire que moi je suis absolument terrifiée quand je vois l'absence totale de limites et de politique et de vision et de réponse qui est apportée non seulement à l'immigration, tu l'as largement développé, mais bien sûr à ce spectre de l'islam radical qui frappe tout particulièrement la PACA, car les mosquées salafistes sont nombreuses en PACA, les réseaux également terroristes, islamistes sont nombreux à être démantelés. Eh bien, on voit, en face de cela, notre Premier ministre nous expliquer, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase, qu'il va falloir nous habituer au terrorisme. Alors moi, je ne sais pas vous, mais je ne compte pas m'habituer au terrorisme. Ça fait mal. Ça fait mal, vous avez raison de le dire. Mais en même temps, il ne faut pas s'étonner, puisque j'ai vu ça et ça me faisait écho à ce que tu disais tout à l'heure. Le nouveau président du comité des droits de l'homme de l'ONU est un Saoudien. Celui donc, vous savez, qui va être en charge d'aller vérifier que les droits de l'homme au sein des pays membres de l'ONU sont bien respectés. L'Arabie Saoudite, c'est donc le pays qui fait mourir à coups de fouet, et c'est le pays qui vient de condamner à la décapitation et à la crucifixion un jeune homme de 21 ans qui est un opposant politique. Enfin, ils sont sympas, ils décapitent quand même avant de crucifier. Hein. C'est quand même les droits de l'homme version saoudienne. Et ce sont dans le même temps ce pays qui généreusement nous propose de financer la construction de 200 mosquées pour les nouveaux réfugiés qui arrivent en France. Donc, je ne sais pas, leur laisser éventuellement les clés directement, ça pourrait être plus simple, on gagnerait un peu de temps ainsi. Et ce sont dans le même temps ces gens, ces politiques qui donc lancent de grands partenariats économiques et même politiques avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, qui ne sont finalement que des versions légales de l'État islamique. Hein. Voilà, c'est exactement ça, c'est les mêmes méthodes. Et qui, dans le même temps, nous donnent des grandes leçons de morale à l'égard de la Russie, voilà, qui serait un pays terriblement homophobe. Ce serait absolument insupportable. Je rappelle qu'en Arabie Saoudite, l'homosexualité, c'est la peine de mort. Hein. Ça, c'est plus radical. L'indignation à géométrie variable, qui a conduit d'ailleurs la France à annuler la livraison du Mistral, qui va nous coûter plus d'1 milliard d'euros, ou à payer l'embargo russe, enfin plus exactement à faire payer nos agriculteurs qui n'ont pas reçu le 10e d'une compensation, alors même que cette décision a été prise sous la pression des Américains, qui eux, manifestement, n'ont eu aucun scrupule, exactement à la même période, à signer un contrat spatial avec les Russes. Voilà, nous sommes toujours les dindons de la farce dans cette histoire, et la France est dans un syndrome de vassalité, de soumission, et je dois dire que, je ne sais pas vous, mais j'ai eu ce sentiment de bouffée d'air frais en entendant Marine Le Pen au Parlement européen, enfin, vous pouvez l'applaudir. Enfin porter la voix de la France, pareil au milieu de ce ronron de bien-pensance, en ramenant François Hollande à ce qu'il est réellement, c'est-à-dire le vice-chancelier d'Angela Merkel, et je dois dire, suite à son intervention, que les élus, UMP et socialistes, se sont levés pour ovationner François Hollande contre Marine Le Pen, et ainsi soutenir le président de la République qui aujourd'hui nous entraîne
dans le précipice qui est aujourd'hui le nôtre. Alors, ce cauchemar, il se poursuit, il s'accélère à toutes les échelles, et en particulier au niveau européen, puisque même si nous voulions, aujourd'hui nous sommes prisonniers de traités contraignants. Tu parlais tout à l'heure de l'expulsion des terroristes, qui apparaît la solution de bon sens, la plus naturelle et la plus évidente, mais sache que plusieurs décisions de la Cour européenne des droits de l'homme a sanctionné les pays membres pour avoir souhaité expulser des étrangers condamnés pour terrorisme au prétexte qu'ils pourraient subir des traitements inhumains ou dégradants dans leur pays d'origine. Et je pense en premier lieu à l'Algérie, le pays frère l'Algérie. Et donc, plus le terroriste est dangereux, plus c'est dangereux pour lui dans son pays d'origine, donc moins on va l'expulser, et donc plus on va le garder caché dans les campagnes françaises aux frais du contribuable ou à l'hôtel, comme c'est le cas aujourd'hui pour un certain nombre d'entre eux. Je vous disais, le cauchemar continue, puisque non content de tirer les leçons de l'échec du libre-échange européen, du marché commun, de la concurrence déloyale, de la libre circulation des hommes, eh bien, ils veulent aller encore plus loin, et ils sont en train d'ouvrir, là, à l'heure où je vous parle, le 11e cycle de négociation de traité de libre-échange avec les États-Unis. Donc vous avez peut-être même pas entendu parler, parce que ce traité de libre-échange est négocié dans le secret des dieux, loin, très loin des peuples qui risqueraient éventuellement de s'y opposer. Et d'ores et déjà, nous savons d'ailleurs qu'il n'y aura pas de référendum sur le sujet, parce que, quand même pas prendre le risque de vous demander votre avis, vous risqueriez de mal voter, comme vous l'aviez fait d'ailleurs en 2005, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs de contourner totalement votre vote pour voter quelques mois plus tard le traité de Lisbonne. Et donc ainsi, un nouveau marché commun européen, une concurrence directe avec l'économie américaine et avec l'industrie agroalimentaire américaine. Alors, face à tout cela, la région, c'est un outil, c'est une partie de la solution. Ce serait vous mentir que de dire que c'est la solution, parce que l'essentiel de notre programme doit s'appliquer au niveau national par la victoire à la présidentielle et aux législatives, mais c'est un premier pas, c'est une partie de la solution, parce que la région, aujourd'hui, prend de l'autonomie, prend de l'ampleur, et elle peut être un rempart à la fois à la politique économique socialiste, mais aussi un rempart à la globalisation, à la concurrence, en soutenant tout spécifiquement ces filières en difficulté que sont l'agriculture et l'industrie, mais aussi en faisant du patriotisme économique, c'est-à-dire en faisant en sorte que nos entreprises soient prioritaires dans les marchés publics, ce que l'Union européenne nous interdit par principe, mais que nous pouvons contourner en mettant par exemple des critères sociaux ou environnementaux, ce qui est aujourd'hui malheureusement trop peu fait. Et je dois dire que je m'amuse beaucoup du joli pied de nez que nous pouvons leur faire, car ils ont voulu faire de ces régions, de ces nouvelles hyper-régions, des outils de déstructuration de la nation française. C'est le projet européen qui a poussé à cette nouvelle réforme territoriale. Fini les communes, fini les départements, vous le savez, ils sont en sursis. Bienvenue aux intercommunalités, aux métropoles et aux nouvelles hyper-régions, des outils qui sont déracinés, désincarnés, qui n'ont aucune cohérence historique, aucune cohérence culturelle, qui sont éloignés du citoyen, dont les territoires ruraux sont d'ailleurs les grands perdants, parce que les centres de décision sont loin, toujours très loin évidemment de ces territoires, et ainsi ils sont en train de favoriser le lien région-Union européenne en contournant l'État-nation, l'État régalien. Ils le vident de sa substance vers le haut, avec des transferts de compétences que vous connaissez, économiques, budgétaires, migratoires, vers l'Union européenne, et le peu qu'il reste, eh bien, ils sont en train d'en transférer les compétences vers le bas, c'est-à-dire vers ces nouvelles hyper-régions, et ainsi ils espèrent, en détruisant l'échelon national, briser la résistance nationale et favoriser l'émergence de cette fameuse Europe fédérale, Europe des régions, qui signera définitivement la fin des nations et la fin de notre nation française. Alors ce qui est amusant, c'est qu'avec tous ces nouveaux pouvoirs, à l'inverse, nous aurons les moyens de faire de cette région PACA
un moyen de retour de la nation, de renforcement de la nation, à la fois à travers notre identité, mais aussi notre succès économique. Et je tiens à rassurer ceux qui, peut-être, douteraient encore sur notre capacité. Soyez sûrs que nous avons tout à perdre dans cette histoire. C'est pourquoi nous n'échouerons pas, car nous serons épiés, comme nous sommes épiés d'ailleurs dans nos mairies, rien ne nous est épargné, la moindre respiration donne lieu à des articles dans la presse locale, et donc dans ces conditions, nous savons pertinemment que nous serons regardés à la loupe, et que pour nous c'est qui tout double. Voilà. Et que si nous échouons, eh bien nous emportons avec nous tout espoir, non seulement de gagner la présidentielle, mais aussi de redresser notre pays. C'est pourquoi la responsabilité que nous portons est immense, mais notre conscience aussi de vouloir réussir est tout aussi immense. Et je dois dire que dans ce projet de réforme territoriale, il y a une phrase en parallèle qui m'apparaît répondre assez bien à cela. C'est la phrase de Villiers qui dit que le déracinement détruit tout, sauf le besoin de racines. Et je crois que c'est ça qui nous anime aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes présents ici ce soir, c'est cette envie, ce besoin de racines, cette envie de vibration commune, le besoin de vibrer de nouveau ensemble. Je crois que c'est ça un peu l'état d'esprit qui est le nôtre. Et dans ce besoin de vibrer ensemble, eh bien, ne jamais perdre espoir, car vous qui êtes des patriotes, vous qui connaissez votre histoire de France, vous savez que la France, c'est d'immenses tragédies, mais c'est aussi de sublimes résurrections que personne n'attendait, probablement poussées aussi par la Providence, puisque la France était la fille aînée de l'Église, avant de devenir la petite nièce de l'islam d'ailleurs. Et donc moi je crois à cette histoire, je crois que notre nation millénaire, qui a donné l'une des civilisations les plus exceptionnelles que la Terre n'ait jamais portée, eh bien elle est capable d'avoir cette résurrection, et qu'au vu de la gravité de la situation, le choix il est simple. C'est le suicide à la Zemmour ou c'est le sursaut. Et ce que je vous propose avec Stéphane Ravier, avec Franck, avec l'ensemble de l'équipe qui nous compose aujourd'hui, et bien sûr des militants à qui je rends hommage, eh bien le 6 et le 13 décembre prochain, c'est évidemment le sursaut. Je vous remercie.